Bonsoir et bienvenue dans Chronique criminelle. Chaque semaine, nous vous proposons de revivre les grandes énigmes judiciaires qui ont fait l'actualité de ces dernières années. Drames passionnels, disparitions mystérieuses ou meurtres en série, nous referons l'enquête pour vous. Voici le sommaire de notre émission de ce soir. Cleveland, dans l'Ohio, le 6 mai 2013. 3 jeunes femmes séquestrées pendant 10 ans sont enfin libérées. Que s'est-il passé dans cette maison de l'horreur ? Portland, dans l'Oregon, le 9 octobre 1980. Cherry Ayers, 29 ans, est retrouvée chez elle, violée et tuée à l'arme blanche. Quelques semaines plus tard, un couple est à son tour assassiné. Est-ce l'œuvre du même tueur ? Leur cauchemar aura duré près de 10 ans. Lorsque Gina, Amanda et Michelle sont enfin libérées le 6 mai 2013, l'Amérique tout entière découvre le calvaire qu'elles ont enduré. Séquestrées par Ariel Castro, un chauffeur de bus de 52 ans, elles ont été affamées, battues et violées presque quotidiennement. Les 3 jeunes femmes originaires de Cleveland dans l'Ohio ont vécu l'enfer. L'affaire des séquestrés de Cleveland, un document inédit de chronique criminelle. Entre 2002 et 2004, Cleveland, une ville de l'Ohio dans le nord-est des États-Unis, est frappée par une série d'étranges disparitions. 3 jeunes femmes se volatilisent dans le même quartier, à 1 an d'intervalle. On déploie toutes nos ressources, on utilise des chiens, des hélicoptères, on fait appel au FBI. Amanda Berry, Gina De Jesus et Michelle Knight semblent avoir disparu de la surface de la Terre. Le mystère est complet. On avait exploré toutes les pistes qui nous semblaient bonnes pour essayer de comprendre ce qui était arrivé à ces filles, mais c'était comme si elles s'étaient volatilisées. 10 ans plus tard, coup de théâtre. Les 3 disparus réapparaissent à quelques kilomètres du lieu de leur enlèvement. Je reçois des coups de fil de la terre entière. Les gens veulent tout savoir sur ce miracle, sur cette histoire de filles soi-disant disparues qui étaient en fait enfermées dans une maison pendant 10 ans. Et le monde entier découvre avec horreur l'enfer qu'elles ont vécu. Les sévices physiques et les tortures psychologiques que leur a infligé leur ravisseur pendant tout ce temps. Si on faisait du bruit ou le moindre mouvement et qu'ils l'entendaient, on risquait de mourir. Il les menotte, il leur met des chaînes, donc il les domine aussi par la force, il les soumet. Qui est cet homme ? Comment a-t-il pu tromper les enquêteurs et dissimuler la présence de 3 prisonnières chez lui si longtemps sans éveiller le moindre soupçon ? Pourquoi s'est-il acharné sur ces 3 femmes ? Retour sur la tristement célèbre affaire des séquestrés de Cleveland. Une affaire incroyable qui a défrayé la chronique dans le monde entier. Nous sommes le 6 mai 2013, quand vers 17h, le central de la police de Cleveland reçoit un appel de détresse inhabituel. Au téléphone, la voix d'une jeune femme. Elle semble terrorisée. Hello, police. Help me, I'm Amanda Berry. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Chez les policiers, c'est la stupéfaction. Qu'a-t-il pu lui arriver pendant toutes ces années ? Ils se rendent aussitôt sur le lieu d'où l'appel a été passé, à l'ouest de Cleveland, dans un quartier populaire. Amanda était introuvable, et la voilà qui réapparaît dans cette maison. Dans le voisinage, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les enquêteurs vont bientôt lever le voile, non pas sur une, mais sur 3 mystérieuses disparitions de jeunes filles, qu'ils n'ont jusque-là jamais pu résoudre. Une série noire qui a commencé 10 ans plus tôt. Tout commence le 21 avril 2003, sur l'artère commerciale d'un quartier populaire, Lorraine Avenue. Il est 19h et Amanda Berry, une lycéenne de 17 ans, vient de terminer son service dans le fast-food où elle travaille. D'habitude, ses collègues la ramènent en voiture. Mais ce jour-là, elle décide de rentrer à pied. Elle n'a que 20 minutes à faire pour rejoindre sa maison. 2h30 plus tard, Amanda n'est toujours pas rentrée. Sa mère donne l'alerte.
Est-ce qu'elle n'est pas chez un copain, un ami de la famille? Peut-être y a-t-il une adresse que l'on pourrait vérifier? Pendant que les policiers vérifient tout ça, le temps passe. Et plus le temps passe, plus sa mère s'inquiète car ce n'est pas dans ses habitudes. On n'avait pas vraiment de suspect à ce moment-là. Il n'y avait pas non plus de scène de crime, rien qui puisse nous sembler anormal. Personne n'avait rien vu qui pouvait laisser penser qu'elle avait été enlevée. Pas de témoins, pas de traces de kidnapping. La police pense qu'il s'agit d'une fugue. Amanda ne serait pas la première adolescente à vouloir effrayer ses parents. Mais sa mère refuse d'y croire. Elle est très proche de sa mère et de sa sœur aussi. Ce jour-là, sa mère était en train de préparer une fête pour son anniversaire. Elle n'a aucune raison de disparaître. Ses affaires n'ont pas bougé, son argent est à sa place. Ce soir-là, elle avait même appelé sa mère pour dire « Je suis en train de rentrer ». Et tout à coup, elle disparaît. Alors, Amanda a-t-elle fugué ou a-t-elle été enlevée? Les policiers n'ont aucune piste. Mais un événement ne va pas tarder à leur apporter la réponse. Quelques jours après la disparition d'Amanda, sa mère a reçu un coup de téléphone. La personne disait « Je détiens votre fille, elle va bien, mais désormais, ce sera ma femme. » C'était bien la preuve que quelqu'un retenait Amanda quelque part, contre sa volonté, et que cette personne avait eu accès à son téléphone. La voix était celle d'un homme. Pour les enquêteurs, ce coup de téléphone, bien qu'anonyme, est inespéré. Il va peut-être les mener à Amanda. Aussitôt, ils tentent de tracer l'appel, mais à l'époque, la technologie est insuffisante. C'est un échec. Pourtant, il faut agir vite. Dans ce type d'affaires, les premières 72 heures sont cruciales. On déploie toutes nos ressources, on utilise des chiens, des hélicoptères, on fait appel au FBI. On passe la zone où elle travaille au peigne fin. Lorraine Avenue est une zone très fréquentée avec beaucoup de commerces et beaucoup de gens. On est retourné sur place pour vérifier qui y travaille. Les policiers et les agents du FBI mettent tous leurs efforts en commun. Des spécialistes des disparitions de mineurs travaillent sans relâche. Et pourtant, ils sont dans l'impasse la plus totale. On a vraiment très peu de pistes. Et très vite, les jours se transforment en semaines, puis en mois. Ce que l'on ne sait pas encore, c'est que cette enquête va rester ouverte très, très longtemps. Bientôt, cette photo d'Amanda Berry, symbole de sa disparition tragique, devient familière pour tous les habitants de Cleveland. Tous se demandent comment l'adolescente a pu s'évanouir dans la nature. Une énigme qui reste toujours sans réponse. Mais alors que le temps passe, une autre disparition suspecte va relancer l'enquête. Le 2 avril 2004, quasiment un an jour pour jour après l'enlèvement d'Amanda dans d'obscures circonstances, Gina de Jesus, 14 ans, est portée disparue. Elle semble s'être volatilisée à la sortie de l'école. La dernière personne à l'avoir vue est une camarade de classe avec qui elle a l'habitude de faire le chemin pour rentrer chez elle. Mais à moins d'1 kilomètre du domicile de ses parents, la police perd sa trace. Là encore, sur Lorraine Avenue. Elles ont disparu dans la même zone, plus ou moins à la même heure, en avril, quasiment à la même date, un an après. Donc on a commencé à se poser des questions, on se disait qu'il se passait quelque chose. Une fugue ne serait pas crédible, car elle est très proche de sa famille. Et elle n'a aucune raison de vouloir les quitter. C'est une enfant très heureuse, elle mène une vie agréable. Et si Cleveland était face à un kidnappeur en série? Tandis que la police s'interroge, les familles des victimes redoublent d'efforts et organisent régulièrement des veillées pour que personne n'oublie Gina et Amanda. Les enquêteurs y assistent systématiquement. Ils traquent les comportements suspects. On se mêlait à la foule. On faisait des photos des gens. On regardait les plaques de voiture.
Les nouveaux visages au cas où un suspect reviendrait sur les lieux du crime. Mais rien ne permet jamais aux policiers de remonter jusqu'aux deux adolescentes. Dans le meilleur des cas, les enquêteurs récoltent de fausses pistes. On recevait des appels qui disaient que Gina était en Floride. Des gens les avaient aperçus à l'étranger. On racontait qu'elle faisait partie d'un réseau de prostitution. On a exploré toutes les pistes. Il y avait des gens en prison, des indiques, qui disaient « Je sais où est le corps d'Amanda. Je sais où est le corps de Gina. » La police allait sur place et creusait, mais ce n'était jamais elle. Les années passent et le mystère de la disparition des deux jeunes filles reste entier. Très vite, les photos de Gina et d'Amanda sont vieillies par ordinateur. Leurs cas appartiennent bientôt au passé et l'intérêt médiatique faiblit. La chaîne pour laquelle je travaille à l'époque me disait « On en a assez de ces filles, on ne va pas encore parler d'elles dans le journal, inutile de faire un reportage. » Plus les jours, les mois, les années s'accumulent, moins on a de chance de les retrouver vivantes. Les enquêteurs ont abandonné l'enquête. Ils ont cherché pendant de longues années, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas fait le rapport entre les trois femmes. L'enquête est au point mort. Et ce que les policiers ignorent, c'est que le tableau des enlèvements est incomplet. Car à l'époque, une troisième jeune fille a elle aussi disparu. Michelle Knight, 21 ans, vient du même quartier que Gina et Amanda. Et cela fait déjà 2 ans qu'elle manque à l'appel. Mais si les enquêteurs n'en savent rien, c'est parce que personne dans son entourage n'a jamais signalé son absence. C'est une jeune femme très solitaire. Elle n'a aucun lien avec sa famille. Amanda, Gina et Michelle, 3 jeunes filles disparues sans laisser de traces dans le même quartier, à environ 1 an d'intervalle à chaque fois. Sont-elles mortes ou bien vivantes quelque part? Qui se cache derrière leur étrange disparition? Les policiers explorent toutes les pistes aux 4 coins du pays. Et pourtant, ils sont très loin d'imaginer que les jeunes disparus sont en réalité tout près d'eux. Nous sommes à moins de 5 km du lieu où les jeunes femmes ont été enlevées. À quelques rues du domicile des parents de Gina. Les 3 jeunes femmes sont bien vivantes. Elles sont retenues prisonnières depuis le départ, dans une maison comme celle-ci, aux fenêtres condamnées. L'homme qui les retient s'appelle Ariel Castro, et il va leur faire vivre un enfer. Sitôt dans la maison, le piège s'est refermé sur elles. Le jour même, leur ravisseur les viole, puis les attache avec des chaînes à l'étage, dans des chambres qu'ils ferment à clé. Elles passent la plupart de leur temps dans des cellules de 2,50 m sur 2 mètres. Des chambres minuscules dans cette vieille maison. Il y a des chaînes au mur, des cadenas et un trou à travers la porte pour leur jeter leur nourriture et contrôler le moindre de leurs mouvements. Les prisonnières sont réparties dans 2 chambres. Amanda dans l'une, Michelle et Gina dans l'autre, enchaînées ensemble. Rares sont les occasions où elles sont toutes les 3 réunies. Du sous-sol au grenier, chaque pièce de sa maison a été transformée en salle de torture où Ariel Castro se livre matin et soir aux actes les plus barbares sur ses jeunes victimes. Dès le départ, il les agresse sexuellement. Il prend le pouvoir sur elles. Il les attache à un poteau, les oblige à porter un casque de moto en permanence sur la tête. Il veut qu'elles se soumettent. Dès le départ, il en fait des esclaves sexuels. Il les torture dès le début pour les briser, pour leur faire tout ce qu'il veut. Il les domine par la force. Il les affame, il les menotte, il leur met des chaînes. Donc il les domine aussi par la force, il les soumet. Michelle Knight est la première à subir la folie de ce détraqué sexuel. La jeune fille timide de la photo d'autrefois se considère aujourd'hui comme une survivante. Elle donne peu d'interviews, mais elle a tout de même accepté de nous raconter son effroyable histoire. J'ai vécu la chose la plus horrible.
et la plus traumatisante que quelqu'un puisse vivre. Chaque jour, je me disais, soit j'arrive à sortir d'ici, soit je vais mourir ici. Je n'avais que ça en tête. Jamais personne ne viendra au secours de Michelle. Ce n'est pas le genre du quartier de se mêler des affaires des autres, et les maisons voisines sont inoccupées. J'ai toujours pensé que comme les maisons autour de la sienne étaient vides, c'était le scénario parfait. Personne ne le surveillait. La maison était insonorisée. Il y a des murs en béton dans la cave. Personne ne pouvait entendre leurs cris. C'était une prison. Elles avaient vraiment peu de chances de pouvoir s'évader. En grand manipulateur, Ariel Castro, le geôlier, a même fabriqué un faux système d'alarme pour dissuader ses captives de tout projet d'évasion. Les portes étaient toujours verrouillées. Donc en gros, il n'y avait aucun moyen de sortir, même si on essayait. On risquait de faire du bruit et quand il l'entendait, il promettait de nous tuer. Et il les met à l'épreuve, il les teste. Il laisse des portes ouvertes pour voir si elles vont essayer de s'échapper. Mais si elles essayent, alors il les frappe. Et donc, au bout d'un moment, c'est comme pour un chien. Si vous mettez un grillage électrique et que le chien s'en approche, vous lui envoyez une petite décharge et il ne franchit pas la grille. À chaque fois, Ariel Castro réussit en quelques semaines seulement à briser ce qu'il reste de résistance chez ses victimes. On ne s'enfuyait pas. J'ai essayé une fois de m'enfuir, je l'ai regretté. Et c'est la dernière fois que je l'ai fait. Dans la maison de l'horreur, la torture n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Car les jeunes femmes ne sont pas totalement coupées du monde. Gina savait que sa famille la recherchait. Amanda le savait aussi. Gina avait même une affiche que Ariel lui avait ramenée. Il les laissait regarder ses veillées à la télévision. C'était un supplice pour elle. Ma famille ne me cherchait pas. Donc son petit plaisir, c'était de me tourmenter. Que je te tue, aujourd'hui ou demain, ça ne change rien. Personne ne va te chercher, parce que tout le monde s'en fiche. C'est ce qu'il me disait. Michel Knight, c'est le bouc émissaire de Castro. Il expérimente sur elle ses pires fantasmes. Il la prive de nourriture, lui retire ses vêtements pendant 1 an, ne soigne pas ses blessures. Elle n'aura droit à sa première douche qu'au bout de 8 mois de captivité. Des 3 détenues, elle raconte qu'elle est celle qui a subi le plus de sévices pendant ces 11 années d'enfermement. Elle ne doit sa survie qu'à son esprit rebelle. Moi, je n'écoutais pas ces bêtises. Je lui disais, je sais comment ça va se passer, je ne vais pas faire ce que tu me demandes, donc fais ce que tu veux. Je vais juste m'asseoir là et t'ignorer. C'est ainsi que j'étais, et c'est comme ça que j'ai survécu. Michel tient tête à son bourreau à sa façon. Mais la privation de liberté la détruit peu à peu. Toutes les choses que vous considérez comme acquises sont les choses qui vous manquent le plus quand vous êtes là-dedans. Comme pouvoir prendre un bain, pouvoir se brosser les cheveux, se brosser les dents, être assis dehors, traîner avec des amis, et juste pouvoir faire ces choses simples que chaque enfant fait quand il grandit. Avec Ariel Castro, l'horreur n'a pas de limite. Quand ses captives tombent enceintes, il les bat, jusqu'à provoquer des fausses couches. On sait que Michelle tombe enceinte pendant cette captivité, plusieurs fois, et qu'il la force à avorter. Il ne veut pas avoir d'enfant avec Michelle. Il la frappe, il la bat, et on sait qu'à un moment, elle veut se laisser mourir. Mais c'est Gina qui la convainc de se battre. On essayait de se dire qu'on allait s'en sortir par tous les moyens. Oui. Nous allions nous en sortir. C'est comme ça que je voyais la vie là-bas. Pendant 10 ans, le 2207 Seymour Avenue va devenir l'adresse de l'enfer pour les 3 prisonnières.
Leur corps et leurs existences ne leur appartiennent plus. Pourtant, à l'extérieur des murs de leur prison, la vie continue à Cleveland. Et personne ne se doute de rien. Alors, à quoi ressemblent les journées de Castro lorsqu'il ne torture pas ses captives? Quel scénario a-t-il mis en place pour se donner l'apparence d'un homme sans histoire? Tous les matins, Ariel Castro part de sa maison. Il a un poste de confiance. Il est conducteur de bus scolaire depuis des années. C'est aussi un musicien de talent, un bassiste reconnu par ses pairs. On s'est produits ensemble sur scène des centaines de fois. On se connaissait très bien. C'était un gars lambda, un type jeune, le genre de gars qui parlait beaucoup, qui faisait des blagues. Il était un peu bizarre parfois, mais je n'aurais jamais pensé qu'il aurait pu kidnapper 3 filles. Tous les voisins disent, mais on le croisait, on n'a jamais pensé que. Quelques-uns disent, oui, il apparaissait bizarre, il y avait des bizarreries. Mais enfin, c'était un homme qui allait régulièrement jouer de la musique avec ses amis. C'était un homme que beaucoup décrivaient dans le quartier comme sociable. Il prenait les jeunes, il adorait faire de la moto, il prenait les jeunes du quartier, il leur faisait faire des tours en moto. Castro semble être un bon camarade. Seul petit bémol, son rapport aux femmes. Pour moi, c'était étrange de ne jamais l'avoir vu avec une copine. Souvent en concert, il allait voir les femmes pour les inviter à danser. La première fois que je l'ai vu faire ça, la fille l'a repoussé et il est revenu s'asseoir en l'insultant. Il disait des trucs vraiment grossiers sur elle. Il lui souhaitait du mal. Et je lui disais, mais enfin, tu peux pas la forcer. Et il me répondait, mais je suis quand même un musicien, je suis Ariel Castro. Et alors? Tu vas pas forcer les filles qui veulent pas de toi? Pourtant, Ariel Castro n'est pas un vieux garçon. Il a eu un fils et 3 filles. Mais malgré les clichés souriants de bon père de famille, il les maltraite des années durant. Il sera plusieurs fois interpellé pour violence conjugale, des affaires classées sans suite. À force d'être passé à tabac, sa femme finira par le quitter. Une vie personnelle tumultueuse et un profil d'homme violent. Voilà pour le côté face. Côté pile, c'est un bon voisin. Il a des amis qu'il reçoit parfois chez lui. Alors que ses prisonnières sont bâillonnées et enfermées dans des chambres juste au-dessus de leur tête. Il devait trouver des raisons pour ne pas les laisser monter à l'étage, pour expliquer le fait que la musique soit si forte. Et je me demandais, mais comment est-ce possible que personne ne remarque rien? Et il y avait cette odeur insoutenable. Il disait que c'était à cause des chiens. Mais oui, bien sûr. Qui néglige ses chiens à ce point? C'était un bon menteur. Une des dernières fois où je suis entré dans sa maison, c'était en 2011. Je venais de lui donner des meubles de mon garage. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il voulait bien que je l'aide à les décharger, mais il ne voulait pas que je les mette dans sa cave. Il m'a dit, pour le reste des affaires, tu peux m'aider à les mettre dans la salle à manger. Donc j'ai dit ok, je rentre dans le salon et la maison était normale. Je n'ai rien remarqué, car je ne cherchais rien de spécial. Ariel Castro fait tout pour rester le plus loin possible du radar de la police. Comble de la manipulation, il n'hésite pas à côtoyer les familles de ses captives. Un moyen idéal pour se rendre parfaitement insoupçonnable. Il venait aux veillées pour souhaiter bonne chance aux familles de Gina et d'Amanda. Il leur disait même « Oh, je prie pour vous ». Et puis, il rentrait chez lui avec les avis de recherche et les montrait aux filles. Il leur montrait que leurs parents continuaient à les chercher. Il disait « J'ai vu ta mère dans un magasin aujourd'hui et elle ne sait pas qui je suis ». Il voulait leur montrer qu'il était plus malin que tout le monde, qu'il contrôlait la situation. Il se cachait en public, au nez et à la barbe de tout le monde. C'est classique, plus tu es visible, moins les gens vont te remarquer. Il suffit d'être normal et on n'y verra que du feu. Caché derrière sa routine entre son travail et sa musique,
personne ne remarque le manège d'Ariel Castro. Et les années passant, ces prisonnières, usées par les coups, semblent s'être résignées. Castro règne sur son univers. Pourtant, un événement va venir bouleverser l'ordre établi. Et il va peu à peu précipiter sa chute. L'élément déclencheur survient en décembre 2006, le jour de Noël. Amanda, qui a alors 19 ans, est sur le point d'accoucher de l'enfant de son violeur. Amanda serait sa préférée. Alors, contrairement à Michel, Castro a décidé de ne pas tuer son bébé dans son ventre. Et l'arrivée de cette petite fille va bouleverser la dynamique de la maison. Amanda voulait que cet enfant vive. Ça lui a donné de l'espoir. Ça lui a donné une raison de vivre. Elle aimait son enfant avant même qu'il soit né, comme une mère. Et elle voulait sauver son enfant de ce monstre. Quand j'ai aidé Amanda à accoucher, c'était la chose la plus incroyable de ma vie. J'ai aidé à mettre au monde une magnifique petite fille. Elle était la fierté et la joie de la maison. J'imagine que pour les filles, cet enfant a dû changer les choses car toutes les émotions sont différentes. Ça amène beaucoup d'amour. C'est tout simplement l'enfant du miracle. Je l'ai aidée à pousser son premier cri. On lui a donné tout ce dont elle avait besoin. Je suis fière d'avoir pu vivre ce moment. Passer les premières frayeurs d'un accouchement dans des conditions extrêmes et sans médecin, la vie s'organise petit à petit autour de cette nouvelle captive. Amanda avait fait de son mieux. Elle avait emballé ses chaînes dans de la mousse rose pour qu'elle ne soit pas trop visible aux yeux de sa petite fille. Elle avait transformé sa chambre en salle d'école, avec un tableau pour lui apprendre l'alphabet, le calcul. Et elle voulait que ça reste toujours propre et bien rangé. Les années passent. Plus la fillette grandit, et plus Amanda obtient de faveur de son ravisseur. Castro aime cet enfant, mais elle va devenir son talon d'Achille. Avec elle, il commence à faire des concessions. En grandissant, sa petite fille se promène de plus en plus dans la maison. À ce stade, les jeunes femmes ne sont plus enchaînées. Castro ne veut pas les enfermer à clé dans leur chambre, parce que la petite va partout. Elle va voir Gina, elle va voir Michel. Toutes les filles s'occupaient de la petite. Michel comprend vite que cette petite fille, c'est peut-être la clé de leur impensable liberté. Car contrairement à ses trois aînés, dès l'âge de 4 ans, elle a très souvent le droit de sortir de la maison. Il a décidé de la laisser sortir dehors, ce qui est bien parce qu'un enfant a besoin de sortir. Il n'était pas aussi strict qu'avec nous. Je me disais un jour, il sera démasqué. J'avais hâte. Quand il partait de la maison, il lui faisait porter une perruque pour que personne ne l'identifie. De toute façon, personne ne pouvait la reconnaître, mais il pensait qu'elle devait porter une perruque. Si une connaissance le croisait avec l'enfant, il expliquait que c'était la petite d'un ami ou sa nièce. Mais il se voyait vraiment comme un père. Le plus impressionnant pour moi, c'est qu'il était capable d'emmener sa fille dans le monde extérieur. Génétiquement, c'est sa fille. Et de la ramener chez lui, dans cette prison où la mère, et pour moi, c'est ça le plus dingue, n'est pas libre de ses mouvements. 3 femmes à cacher et à nourrir. Une petite fille enjouée de presque 6 ans déjà dont il faut s'occuper. Or, depuis 2012, Castro a perdu son travail de conducteur de bus. Il n'a plus aucun revenu et ses dettes s'accumulent. Il est de plus en plus dépassé. Qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'il se disait qu'il perdait le contrôle. Il perdait tout. Il perdait sa maison, il perdait la tête. Je crois qu'on savait qu'il allait finir par laisser tomber à un moment donné. Ariel Castro, le tortionnaire, est devenu un père aimant. Mais combien de temps encore va-t-il pouvoir assumer cette dualité?
Comment va-t-il pouvoir subvenir aux besoins des captives qu'il séquestre depuis bientôt 10 longues années? Amanda, Michelle et Gina, elles, espèrent toujours recouvrer un jour leur liberté. Et bientôt, l'incroyable va se produire. Le 6 mai 2013 est une journée a priori ordinaire. Il est environ 16 heures lorsqu'Ariel Castro décide de s'absenter pour rendre visite à sa mère. D'habitude, il prend soin de fermer toutes les portes à clé. Mais ce jour-là, c'est différent. Il part en voiture et l'enfant se rend compte que papa est parti. Elle dit à sa maman, « Papa est vraiment parti et je crois que la porte est ouverte en bas. » Amanda est en état de choc. Elle sait que c'est son unique opportunité de sauver sa vie et de s'échapper de la maison. La porte principale est déverrouillée, mais il reste la moustiquaire avec une partie en aluminium en bas. Et elle donne des coups de pied dedans et elle hurle « Aidez-moi, aidez-moi !» On a entendu quelqu'un qui tambourinait sur une porte et qui criait. J'ai dit à ma voisine, allez voir ce qui se passe. C'est ce qu'elle a fait. Elle a traversé la rue et elle s'est retournée vers moi en disant, il y a une fille qui essaye de sortir de la maison. Et les voisines arrachent la porte et elle répète à Amanda, tire, tire. Elle sort et leur dit, je suis Amanda Berry. On la pensait morte, mais elle était bien vivante. Juste en face de chez moi. Sa fille dans les bras, Amanda sort de la maison à 4 pattes. Devant l'urgence de la situation, elle ne prévient pas les autres captives. Il lui faut juste un téléphone pour alerter les secours. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I need police. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. And what's your address? 2207 Seymour Avenue. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Les policiers se rendent aussitôt sur place. Gina et Michelle sont toujours dans la maison. Elles n'ont pas osé sortir. J'étais à l'étage dans ma chambre et je croyais qu'on se faisait cambrioler. Donc je ne pensais vraiment pas qu'il y avait un policier. Et quand vous entendez « police », n'importe qui peut dire ça. Quand j'ai vu le badge, c'est là que j'ai couru. Je me suis jetée dans ses bras et la policière a cru qu'elle se faisait étrangler parce que je ne pouvais pas arrêter de la serrer. Je lui disais « Ne me laissez pas ». Je ne voulais pas qu'elle me lâche. Je voulais rester dans ses bras, à l'abri. Personne ne connaît encore les détails de l'affaire, mais déjà, l'emballement médiatique est énorme. Les séquestrés font la une des journaux du monde entier. Je reçois des coups de fil de la terre entière. Les gens veulent tout savoir sur ce miracle, cette histoire de fille soi-disant disparue qui était en fait enfermée dans une maison pendant 10 ans. Je n'en croyais pas mes yeux. Elles étaient là, toutes les trois. Elles étaient toutes les trois vivantes. Elles avaient réussi à s'échapper. Et puis Amanda avait une fille. C'était trop. Je sais que je l'ai beaucoup dit, mais c'était vraiment incroyable. Comment, quand, où, comment vont-elles? Sont-elles en bonne santé? Est-ce que leurs familles sont au courant? On avait tellement de questions. Dans les rues de Cleveland, les habitants laissent exploser leur joie. Partout, on célèbre le retour des miraculés. Gina, cachée sous une capuche, lève le pouce pour remercier la foule qui l'acclame. Tandis que la famille d'Amanda découvre sa petite fille pour la première fois. Pour tous, la joie est immense. C'est le plus beau jour de ma vie quand je sors de cette maison. J'étais enfermée là-bas et me voilà dehors. Je voulais embrasser le sol sur lequel je marchais. J'ai remercié Dieu pour cette seconde chance dans la vie, parce que peu de gens ont droit à une deuxième chance. Beaucoup de gens m'ont parlé de ça. Il s'est passé ici un miracle. Le miracle, c'est quand même l'idée que ça n'est pas un hasard, c'est qu'il a fallu une intervention divine
pour que leur libération survienne. La dimension de l'île du miracle, c'est assez américain, ça. C'est assez américain. Les 3 jeunes femmes sont amenées en observation à l'hôpital de Cleveland. Là, on mesure le traumatisme de leur séquestration. 11 ans pour Michelle, première des captives de la maison. 10 ans de calvaire pour Amanda, dont le visage a perdu les rondeurs de l'enfance. À peine moins pour la petite Gina, aujourd'hui âgée de 23 ans. Elle en avait 14 au moment de son enlèvement. Elles sont si maigres à cause du manque de nourriture. C'est un peu comme si elles étaient perdues. Sur les photos de la police, comment dire, c'est comme si elles n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes. À cette époque-là, je n'étais pas en bonne santé. Pas du tout. J'avais une infection grave à l'estomac. Les médecins m'ont dit que si j'étais restée plus longtemps dans la maison, je n'aurais pas survécu. Je serais morte aujourd'hui. Mais Michelle a survécu. Elle a quitté la maison de l'enfer. Elle n'a plus rien à craindre. Ariel Castro est déjà sous les verrous. Il a été interpellé 15 minutes après l'appel d'Amanda à la police, juste à côté de chez lui. L'euphorie laisse place à la stupeur. Le kidnappeur, c'était donc lui, ce voisin que tout le monde connaissait. Son nom n'était jamais apparu nulle part. Personne n'avait entendu parler de lui. On n'avait aucune raison de l'interroger. Rien ne conduisait à lui. Il y a la sidération de la police et il y a la sidération de la population. Il y a un pasteur d'un quartier voisin qui est venu là. Pourquoi ? Pour voir la maison du démon. C'est l'homme le plus détesté des États-Unis à ce moment-là. Qui est capable de telles choses? Ce n'est pas normal. Vraiment pas. De nombreuses questions demeurent. Pourquoi s'en est-il pris à ces 3 jeunes filles en particulier? Et comment un homme a-t-il pu passer tant d'années sans que jamais personne ne s'aperçoive de son sinistre manège? Au siège de la police, Ariel Castro est interrogé. Un interrogatoire qui va durer 4 heures. Et les enquêteurs vont aller de surprise en surprise. Dès le début, je lui demande « Que pensez-vous de ce qui est en train de se passer ?» Et il me répond « Je suis soulagé, je suis heureux. Je suis heureux pour elle. Je suis content qu'elle ne soit plus avec moi, qu'elle se soit échappée. » Il m'a regardé et il a dit « Je ne suis pas un meurtrier. » Je pense que c'est sa manière à lui de me dire qu'il n'avait pas eu le courage de tuer ses filles, mais il n'avait pas eu le courage de les laisser partir non plus. Pour moi, c'est comme si pendant 11 ans, il avait vécu sa vie, au jour le jour. Castro raconte qu'il s'est trouvé empêtré presque malgré lui dans une spirale incontrôlable. La police et le FBI tentent de comprendre ce criminel hors norme en explorant son passé. Il n'est pas né prédateur, il l'est devenu. Comment a-t-il pu être si abîmé psychologiquement pour en arriver à enlever des femmes dans la rue? 3 femmes. Et à les violer et les agresser continuellement. Il nous disait qu'il avait pris ses filles pour satisfaire ses besoins sexuels. Mais au départ, je ne crois pas qu'il ait su exactement ce qu'il voulait en faire une fois les filles dans sa maison. Dès son arrestation, Castro tente de justifier ses actes par son addiction aux prostituées et à la pornographie. Son addiction était telle qu'il ne s'intéressait plus simplement à des pratiques sexuelles de couple. Mais il se focalisait sur la pornographie sadique. Et quand pour la première fois il enlève Michelle, c'est pour en faire un objet sexuel et satisfaire son addiction. Il y a chez Castro beaucoup de colère envers les femmes. C'est un élément déclencheur chez lui. Alors pourquoi ces filles? Pourquoi pas d'autres? À chaque fois, sa réponse était la même. Il les trouvait très attirantes physiquement.
Qu'il s'agisse de l'enlèvement d'Amanda, de Michelle ou de Gina, Ariel Castro prétend qu'à chaque fois, il a agi de manière impulsive. Rien, dit-il, n'était prémédité. En revanche, il connaissait déjà ses 3 victimes. Elle fréquente ses enfants. La fille d'Ariel était amie avec Gina. Ariel connaît le père de Gina. D'ailleurs, les 2 hommes étaient à l'école ensemble. Les familles se connaissent, donc ce n'est pas bizarre qu'elle suive quelqu'un qu'elle connaît. Même chose pour Amanda. Il lui dit « Je connais ta sœur » ou quelque chose comme ça. Elles le connaissent parce que c'est quelqu'un du quartier. Il n'a jamais eu besoin de forcer les filles à monter dans sa voiture. Je pense que son approche pour les faire monter avec lui était suffisamment, disons, convaincante pour qu'elles aillent même jusqu'à entrer dans sa maison. À chaque fois, il a proposé de les raccompagner ou de les déposer quelque part. Mais une fois en route, Castro invoque un prétexte pour faire un rapide détour par chez lui. Aucune n'osera jamais le contredire. Et puis d'ailleurs, pourquoi se méfier? J'étais amie avec sa fille, Emily. C'est comme ça qu'on se connaissait. Je n'avais pas peur de lui. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Alors je suis montée dans sa voiture. Il était globalement gentil. Et puis, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Quand on est arrivé chez lui, c'est là que j'ai vu son vrai visage. Au fil de l'interrogatoire, les policiers lèvent peu à peu le voile sur le profil psychologique du ravisseur. À un moment, il change de rôle dans sa tête. Il se prend pour un père, un mari, un petit ami. Au fil des années, il avait fini par se convaincre que les filles voulaient être là, qu'elles vivaient dans cette maison en harmonie, qu'elles l'aimaient bien, et que d'une certaine manière, elles étaient peut-être même amoureuses de lui. Pour être honnête avec vous, il voulait effectivement une famille. Mais il ne pouvait pas récupérer sa propre famille. Donc il nous a utilisés comme des substituts, dans sa tête en tout cas, pour se reconstruire une famille bien à lui. Il faut être sacrément malade, dérangé, pour faire ce genre de choses. Au final, tout ce qu'il nous racontait n'avait aucun sens pour nous. Jamais les enquêteurs n'avaient eu à gérer une affaire aussi incroyable. Et ils n'en reviennent pas que Castro ait agi seul. Ils ne savent plus s'ils ont face à eux un fou ou un génie du crime. Comment avez-vous réussi à faire ça? Comment? Vous aviez un boulot, des enfants qui habitent à côté, des frères qui ne sont pas loin. Et sa réponse a été « Je n'ai aucune idée de comment j'ai réussi à ne pas me faire remarquer pendant toutes ces années. C'était hallucinant. » L'un des aspects les plus énigmatiques de cette affaire, c'est cette porte d'entrée et son verrou. Castro a-t-il, oui ou non, volontairement oublié de le fermer pour permettre à ses captives de prendre la fuite? Je pense qu'il l'a certainement laissé ouvert, parce qu'il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais de fermer le verrou. Mais ce jour-là, si. Il sentait que cela devait finir. Il en avait fait part à Amanda quelques semaines avant qu'elle ne s'échappe. Il était volontairement négligent, consciemment, pour qu'elle trouve un moyen de s'enfuir. Je voyais bien qu'il avait abandonné. Il avait changé ses habitudes. Il ne cachait plus ses états d'âme. Il nous disait toujours « La seule raison pour laquelle je bois, c'est parce que je ne supporte pas ce que j'ai fait. » Il nous disait qu'il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Je savais qu'il allait finir par baisser les bras. Je suis simplement heureuse que ça ait fini par arriver. Castro a tout avoué, tout raconté dans les moindres détails aux policiers. Maintenant, il va devoir répondre de ses crimes devant la justice.
Le 9 mai 2013, Cleveland retient son souffle. 3 jours après son interpellation, Ariel Castro est présenté devant une juge pour lui signifier les faits qui lui sont reprochés. Les mains liées, le visage dans sa veste, il fait profil bas. À aucun moment l'homme ne lèvera les yeux, sauf quand la juge l'y oblige. Ce n'était vraiment pas un jour comme les autres au tribunal. Il y avait beaucoup d'appréhension. Les gens voulaient voir à quoi ressemblait un monstre. Beaucoup de gens, à ce moment-là, spontanément, me disaient, mais s'interrogeaient sur la société américaine, disaient, mais qu'est-ce qui nous arrive? Comment est-ce qu'on a pu engendrer en notre propre sein de tels monstres? À ce stade, tout Cleveland veut l'envoyer en enfer. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Les gens réclament la peine maximale pour cet homme. À cause de lui, tout le monde a entendu parler de Cleveland pour les mauvaises raisons et donc tous veulent le voir croupir en prison à vie. Sa caution est fixée à 8 millions de dollars. Castro restera bien incarcéré jusqu'à sa condamnation définitive. Il est poursuivi pour multiples enlèvements, séquestrations, viols et même meurtres aggravés pour avoir provoqué des avortements. J'ai dû lui expliquer qu'il risquait la peine de mort. En effet, il était accusé d'avoir provoqué au moins 4 fausses couches, peut-être davantage. On l'accusait d'avoir tué des fœtus. Au même moment, le FBI s'active en coulisses. Pour étayer ces accusations, il faut des preuves de ces avortements forcés. Nous savions que si l'affaire allait au procès, nous aurions du mal à prouver qu'il y avait meurtre, à proprement parler. Même si, pendant son interrogatoire, de son propre aveu, il avait reconnu avoir mis un terme à plusieurs grossesses. Par manque de preuves suffisantes et pour éviter une procédure longue aux victimes, il n'y aura pas de procès. La pratique est courante dans la justice américaine. Un accord a été trouvé en coulisses entre l'avocat de Castro et le procureur. Ils n'ont pas eu besoin d'un jury. C'est donc déjà condamné à perpétuité qu'Ariel Castro fait son entrée au tribunal le 1er août 2013. À son arrivée dans la salle, il jette un coup d'œil vers le public. Michelle Knight est là. Elle a choisi d'assister à sa condamnation et de faire face à son tortionnaire. À partir d'aujourd'hui, je ne vous laisserai pas décider pour moi qui je suis. Je vais vivre pendant que vous mourrez à petit feu. J'ai vécu 11 ans d'enfer. Maintenant, votre enfer ne fait que commencer. Cela faisait partie de mon processus de guérison. Et je voulais lui faire savoir que ce qu'il m'a fait subir m'a aidé à savoir qui je suis. Il ne m'a pas brisé, parce que je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai aussi pardonné ce qu'il m'a fait, parce que je suis comme ça. Et c'est ainsi que Dieu m'a créé. Puis, comme la justice américaine le permet, c'est au tour d'Ariel Castro de prendre la parole. Et ce qu'il va dire va sidérer l'Assemblée. Les gens me dépeignent comme un monstre. Mais je ne suis pas un monstre. Je suis un malade. Mes problèmes sexuels font de moi quelqu'un de mauvais. Il rejetait la faute sur tout le monde, à l'exception de lui-même. Il a dit qu'il était à la tête d'un camp de vacances, qu'il avait une famille spéciale, qu'elle l'aimait, qu'il les aimait, qu'il les nourrissait, qu'il les douchait 1 ou 2 fois par semaine. Alors pourquoi se plaindre ainsi? En gros, il disait, tout ça c'est de leur faute à elle. Les rapports sexuels étaient consentis. Il a dit tout ça et il y croyait. Il reconnaît qu'il a eu tort. Mais il ne cesse de répéter qu'il n'est pas fou, qu'il n'a pas de problèmes mentaux. C'est très bizarre la façon dont il essaye de se justifier. Il n'a jamais formulé de vraies excuses au final. En tout cas, pas d'excuses sincères et assumées. Il n'a cessé de répéter
qu'elle voulait être là. C'était bien la preuve de la bassesse de cet homme. Ce jour-là, Ariel Castro écope donc d'une peine de prison à vie. Avec le cumul des condamnations pour chaque chef d'inculpation, cela représente au total près de 1000 ans d'enfermement. N'importe qui se serait dit, il va passer le restant de ses jours en prison dans une cellule minuscule. Et c'est ce que tout le monde veut, qu'il repense à ce qu'il a fait. Plus jamais personne ne devrait entendre parler de celui que les gens considèrent comme un monstre. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Et un mois plus tard, il se tue. Il n'a pas eu le courage de subir ce que nous avions traversé. Il ne voulait pas endurer ça. Castro était seul dans sa cellule. Il n'a connu que 30 jours de détention quand les gardiens le retrouvent pendu. Il savait qu'il risquait de se faire tuer à cause de qui il est et de ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas survivre dans une prison. Il y aura forcément des accidents. Et il était bien conscient de ça. Ariel Castro s'est-il vraiment suicidé en prison ? Il est certes retrouvé pendu un mois après sa condamnation, mais un détail est troublant. L'homme aurait été découvert complètement nu. Certains penchent pour une autre hypothèse. Je ne crois pas que Castro se soit suicidé. Je crois qu'il est mort alors qu'il était en train de se masturber lors d'un acte sexuel qui implique de s'auto-asphyxier. Il est retrouvé nu, il n'y a pas de lettre de suicide, rien qui peut être interprété comme tel. Mon interprétation, c'est que c'est une mort accidentelle. Il a quand même passé un accord avec la justice pour éviter la peine de mort. Donc pourquoi passer un accord et après commettre un suicide ? Non, ça tient pas. Il y a quelque chose d'autre derrière cette histoire. Suicide ou accident ? Jusque dans sa mort, le chauffeur de bus de Cleveland Ouest restera un mystère. Castro disparu, il ne reste rien de cette affaire terrifiante. Et surtout pas la maison de l'horreur, comme on la surnomme désormais. Une semaine après la condamnation d'Ariel Castro, des bulldozers la rasent, sur ordre de justice. À l'abri des regards, Amanda Berry, Gina De Jesus et Michelle Knight tentent aujourd'hui de rattraper les années perdues. Je ne veux pas vivre dans la haine. Et pour cela, il faut se tourner vers la foi et s'en remettre à Dieu. Chaque jour, je deviens de plus en plus forte, et c'est grâce au respect de ma vie privée. Merci de continuer à respecter notre vie privée pour que l'on puisse reprendre une vie normale. Je voudrais dire merci à tous pour votre soutien. 1 an et demi après les faits, l'affaire des séquestrés de Cleveland est toujours aussi présente dans les esprits. Chaque personne ayant travaillé sur l'affaire a des sentiments différents. Certains ont un sentiment de culpabilité, de regret. Je suis passé en voiture devant cette maison probablement une centaine de fois. On est si heureux, mais on se dit, qu'avons-nous raté ? Surtout quand on sait ce qu'elles ont vécu. Parfois, on entend parler d'une disparue qu'on retrouve. Et c'est déjà une grosse affaire. Mais 3 filles qui réapparaissent en vie, c'est un miracle. C'est un miracle qu'elles aient survécu à autant de tortures pendant 10 ans. Le secret pour tenir, c'est de ne pas se laisser hanter par le passé ou par ce qui vous est arrivé, mais de se faire connaître pour qui on est vraiment, au fond de soi. Une survivante, pas une victime.
En cette fin d'année 1980, les polices des États de Washington, d'Oregon et de Californie sont sur les dents. Des vols à répétition, des agressions sexuelles et de nombreux meurtres sont commis en quelques mois. Leur point commun, ils ont tous eu lieu à proximité de l'autoroute I-5 qui relie le nord et le sud des États-Unis en longeant la côte. Le point de départ de ce parcours meurtrier serait l'assassinat de Cherie Leyers, une jeune habitante de Portland. Le tueur de l'autoroute, une nouvelle enquête de chronique criminelle. Cherie Leyers était une jeune femme de 29 ans sans histoire. Le 11 octobre 1980, à Portland, au nord-ouest des États-Unis, elle est retrouvée morte chez elle. On a supposé qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Et à l'évidence, il y avait eu lutte. Que s'est-il passé cette nuit-là? Alors que les enquêteurs n'ont pas l'ombre d'une piste, une série d'agressions sème la panique non loin de là, le long de l'autoroute I-5. La cible, c'était des boutiques, des supérettes, des cafés, des fast-foods, de gens d'endroits où de jeunes filles travaillaient souvent seules. Ces crimes sont-ils liés? Les indices sont maigres. L'enquête piétine pendant plusieurs années. Mais les policiers continuent de pourchasser sans relâche ce mystérieux individu. Il frappait aussi de plus en plus souvent. Il pouvait commettre de multiples crimes le même jour. Qui est le tueur de l'autoroute? Pourquoi la police a-t-elle mis tant d'années pour l'identifier et l'arrêter? Retour sur la traque d'un homme qui, dans les années 80, a semé la terreur le long de l'I-5. Nous sommes le 11 octobre 1980, à Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis. C'est un samedi soir ordinaire. Pourtant, Jim Bruggato sent que quelque chose ne va pas. Depuis 24 heures, il n'arrive plus à joindre Cherie Leyers, sa petite amie. Il décide de se rendre à son domicile. Jim a trouvé Cherie dans sa chambre. Il l'a secouée pour essayer de la réveiller, mais elle était froide au toucher. Il est allé frapper chez les voisins pour qu'ils appellent les secours. Mais il est trop tard. Cherie Leyers, radiologue de 29 ans, est déjà morte. Pour ses proches, le choc est terrible. On m'a appelé... Je crois que c'était le soir. On était en octobre, alors il faisait déjà nuit noire. Et ils m'ont dit ce qui était arrivé. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas émue parce que je n'arrivais pas à y croire. Pour Cheyenne, la sœur de la victime, c'est l'incompréhension. Qui pouvait en vouloir à Cherie? Sur place, les enquêteurs passent la scène de crime au peigne fin, à la recherche du moindre indice. On a supposé qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Et à l'évidence, il y avait eu lutte. Elle avait été battue avec un objet tranchant qui lui a laissé des coupures. Les policiers commencent par interroger celui qui a découvert le corps, Jim Bruggato, le petit ami de Cherie. Je suis entré et... Comment ça? Elle laisse une clé sous le paillasson. L'homme intrigue les enquêteurs. Pour en savoir davantage, ils interrogent les proches de la victime. Je n'avais jamais rencontré Jim, j'avais juste entendu parler de lui et je savais qu'il représentait beaucoup pour elle. Ils avaient prévu de se marier et elle avait même choisi sa robe. Et moi aussi. Mais quelques semaines avant le meurtre, Cherie avait décidé d'annuler le mariage. Cherie avait découvert que Jim avait déjà été marié. Et visiblement, c'est quelque chose qu'elle aurait aimé savoir avant de se fiancer avec lui. Cherie avait commencé à voir d'autres hommes. Et Jim le vivait très mal. Les gens disaient qu'il pouvait avoir un tempérament violent. Et pour nous, ça, c'était un indice précieux. Mais est-il pour autant capable de tuer sa petite amie? Au moment du crime, Jim affirme qu'il était à son travail. Mais il y a un laps de temps durant lequel ses collègues ne savent pas où il était. Les policiers décident d'employer une autre méthode pour confirmer son alibi. Jim est passé au détecteur de mensonges. Et il s'est avéré qu'il n'avait pas menti une seule fois. Jim Bruggato est disculpé. L'enquête est au point mort.
Pour trouver de nouvelles pistes, les policiers décident de reconstituer l'emploi du temps de la victime. Le jeudi précédant son meurtre, Sherry avait organisé une petite crémaillère. Et on lui avait offert des babioles pour sa nouvelle maison. Quand on est parti, il était 22 heures passées. Sherry était égale à elle-même. Et quand je l'ai quittée, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait un problème ou qu'il y allait en avoir un. La seule chose dont je me souviens, et j'en avais parlé aux enquêteurs, c'est que son Porsche n'était pas éclairé. J'avais fait la remarque à Sherry. Elle avait appuyé plusieurs fois sur l'interrupteur et elle a dit « L'ampoule a dû griller ». Je ne saurais jamais si l'ampoule avait été dévissée intentionnellement ou si elle avait réellement grillé. Un élément que la police de Portland va devoir élucider au cours de ses investigations. Alors que les enquêteurs continuent d'interroger les amis de Sherry, le rapport d'autopsie leur parvient. La jeune femme a été violée avant d'être assassinée. On a retrouvé du sperme qu'on a envoyé au laboratoire de la police scientifique de l'Oregon. En 1980, les tests ADN n'existent pas. Mais à partir de l'échantillon de sperme, le laboratoire peut déterminer le groupe sanguin du tueur. Le typage sanguin permettait de faire un premier tri parmi les suspects. Mais les policiers n'ont pas de suspect sur qui effectuer un prélèvement de sang. Ils réinterrogent la famille de la victime. Elle leur parle d'un certain Randy. Les enquêteurs sont venus chez moi, on a discuté, et je leur ai tout de suite parlé de Randy. Randy, Randall Woodfield, était un garçon que Sherry avait rencontré au lycée. Randy et elle étaient dans la même classe. Quelques années après le lycée, Randall est incarcéré, condamné pour vol et agression. Randall aimait écrire des lettres, et il correspondait avec Sherry. Je ne sais pas où tu es ni si tu es marié, mais j'aimerais qu'on reste en contact. Et puis il a été libéré de prison plus tôt que prévu. Ces lettres l'ont-elles amené à fantasmer sur Sherry et à l'imaginer plus que comme une ancienne camarade de classe? Il faut qu'on parle de Sherry Ayers. L'interrogatoire de Randall ne donne rien. Les policiers lui prélèvent quand même un échantillon de sang pour le comparer à celui du tueur. En attendant les résultats, les habitants de Portland sont sous le choc. Qui a bien pu violer et tuer Sherry, une jeune femme sans histoire? Il y a beaucoup de personnes qui mènent un style de vie dangereux, qui les conduit souvent à être victimes de meurtres. Mais Sherry était tout le contraire de ça. Sherry vivait à Portland, au nord-ouest des États-Unis. Une ville connue pour sa politique libérale et ses mouvements contestataires. Mais à la fin des années 70, la Cité des Roses bascule dans le trafic de drogue. Pour beaucoup, c'est son emplacement qui est en cause, car Portland est situé sur l'autoroute I-5, la seule autoroute qui relie le Mexique au Canada. L'autoroute I-5 est un axe très fréquenté par les narcotrafiquants. La société était en pleine mutation et on avait notre lot d'homicides. La mort de Sherry Ayers était liée au trafic de drogue. Un mois après le début de l'enquête, les policiers piétinent. De nombreuses personnes avaient été interrogées, étudiées et finalement mises hors de cause. L'affaire était au point mort. Un mois après le meurtre de Sherry Ayers, le jour de Thanksgiving, l'enquête va être relancée. Une jeune femme, Darcy Fix, a disparu. Darcy Fix devait passer Thanksgiving chez ses parents, mais elle était en retard pour le dîner. Darcy! Personne n'a de nouvelles de Darcy Fix, 22 ans, ou de son petit ami, Doug Altig, depuis la veille au soir. Le père de Darcy a dû forcer une fenêtre parce qu'il n'avait pas la clé de chez elle. Quand il pénètre à l'intérieur, la scène est effroyable. Doug gît par terre dans une mare de sang. Puis à l'étage, il découvre le corps sans vie de Darcy.
Quand son père l'a trouvée, il a essayé de recouvrir son corps d'une couverture pour la protéger. J'ai 3 enfants et je ne peux qu'imaginer ce que ça fait de découvrir sa fille comme ça. C'est impossible de faire face. Darcy a reçu 3 balles dans le cou, la poitrine et à l'arrière du crâne. Et Doug a reçu une balle à l'arrière du crâne. Les enquêteurs sont perplexes. S'agit-il d'une exécution, d'un règlement de compte lié au narcotrafic? Il y a eu beaucoup de rumeurs sur l'implication de Doug dans des trafics de drogue, mais aucune de ces rumeurs n'était fondée. Si je devais reconstituer la scène, je dirais que quelqu'un est entré dans la maison dans le but de violer Darcy Fix et que Doug a été éliminé pour l'empêcher de la protéger. Et après l'agression, Darcy Fix a été tué. Quand les enquêteurs interrogent le père de Darcy, il évoque un autre homme dans la vie de sa fille. Et le propriétaire? Darcy était sorti avec lui. Darcy était sorti avec le propriétaire de la maison où elle habitait. Quelque temps après avoir rompu avec Stewart Anderson, son propriétaire, Darcy s'est mise avec Doug. Stewart était-il jaloux au point de tuer le nouveau couple? Les policiers décident de l'interroger. Il leur livre un détail troublant. La jeune femme possédait une arme à feu. Quand Darcy et Doug ont été abattus, un pistolet a été dérobé. C'était un ancien revolver, très reconnaissable. Ce n'était pas un revolver ordinaire. Il fallait des balles d'un calibre spécial. Mais le rapport de la balistique montre que l'arme dérobée à Darcy n'est pas celle qui a servi à abattre le couple. Ils ont tous les deux été tués avec un calibre 38. Au même moment, de l'autre côté de la ville, les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire Sherry Ayers, la première victime, récupèrent enfin les résultats du labo. Grâce au sperme recueilli sur la scène de crime, la police scientifique a identifié le meurtrier comme étant du groupe O. Les enquêteurs comparent ce résultat au groupe sanguin des 2 seuls suspects, son ami de lycée Randy et son petit ami Jim Brugato. Randy Woodfield est du groupe B et Jim Brugato aussi. La police se retrouve sans aucun suspect. Mais une succession d'agressions va relancer l'enquête. Alors que les meurtres de Sherry Ayers, Doug Altig et Darcy Fix ne sont toujours pas résolus, une série d'attaques sème la panique sur la côte ouest. La cible, c'était des boutiques, des supérettes, des cafés, des fast-foods, le genre d'endroits où de jeunes filles travaillaient souvent seules. Un braquage la nuit dernière dans une station-service de Vancouver où une femme... Ces agressions ont un point commun. Elles ont toutes lieu le long de l'autoroute I-5. Un homme âgé d'une trentaine d'années avec un pansement sur le nez a vidé le contenu de la caisse. La description du braqueur correspond à celle donnée dans d'autres affaires de braquage. Un portrait robot du suspect montre un homme sans barbe. L'homme sème la terreur en agressant de nombreuses jeunes femmes. C'était un jeune homme athlétique d'une trentaine d'années, brun, les cheveux bouclés, portant une capuche et un pansement sur le nez. Très vite, les médias le surnomment le bandit de l'autoroute I-5. Au début, il ne faisait que voler. Il prenait l'argent et il disparaissait. Mais ensuite, il est passé à la vitesse supérieure. Le viol est devenu partie intégrante de son mode opératoire. En Oregon, des enquêteurs pensent que le suspect, un homme blanc de 25-30 ans, a violé et ou braqué 11 femmes. Le bandit de l'autoroute I-5 sévit de l'État de Washington jusqu'en Californie. Les survivants le décrivaient comme quelqu'un d'effroyablement calme, avec une aura presque diabolique.
On savait qu'il y avait un monstre en liberté. Les gens qui travaillaient dans ce genre de commerce près de l'autoroute I-5 étaient tous terrifiés. Des pancartes avaient été placardées tout le long de l'autoroute. Mais les pancartes et l'attention des médias ne suffisent pas à arrêter les attaques. L'homme fait 2 nouvelles victimes le long de l'autoroute. Sherry Hull et Lisa Garcia. Sherry Hull et Lisa Garcia étaient de très bonnes amies. Et elles gagnaient leur vie en nettoyant des bureaux. Sherry a vu une tache sur une vitre et elle ne voulait pas laisser ça comme ça. Ok, mais fais vite. Lisa. Oh mon Dieu. Laissez-la tranquille. Ne lui faites pas de mal. Tout à coup, cet homme cagoulé était là, une arme pointée sur elle. Qu'est-ce que vous voulez? Enlevez votre pantalon. Il les a emmenés dans un bureau, les a forcés à se déshabiller, les a agressés sexuellement et leur a dit de s'allonger par terre. Et il leur a tour à tour tiré dessus 4 fois. Les 2 femmes sont laissées pour mortes. Mais Lisa trouve la force d'appeler les urgences. Où êtes-vous? Au croisement de River Road et Commercial Street. Malgré les 2 balles qu'elle a reçues dans le crâne, Lisa, 21 ans, a survécu. Elle a fait semblant d'être morte. Et elle a attendu jusqu'à ce qu'elle l'entende partir. Elle répétait sans cesse « Chérie, chérie, réponds-moi, ça va ?»